expliquer un peu concrètement comment ça se traduit sur le terrain, comment on est arrivé à j'ai appelé ça, comment tuer une entreprise qui fonctionne. Ça a pris, Pierrot l'a rappelé, c'est pour nous le glas a été sonné quand le traité de Maastricht a été accepté en France, c'était en 92, et je dirais qu'ils ont mis une dizaine d'années à démonter l'entreprise. Alors moi je vais vous parler, Véronique a expliqué qu'il y avait 3 volets à EDF, il y avait la production, le transport, donc la production c'est tout ce qui est central, le transport c'est la ligne très haute tension, et il y avait la distribution qui est le dernier maillon où là on récupère l'énergie et on la distribue chez les utilisateurs. L'idée c'était de casser l'idée qu'une entreprise gérée publiquement puisse fonctionner et en plus extraire des bénéfices non négligeables, puisque la dernière année où EDF était encore nationale, elle est reversée plus de 8 milliards de francs à l'État. C'était quand même pas rien. On est encore en France. Mais c'était quand même comme ça. Donc le gros bouleversement chez nous, ça a eu lieu de 1996 à 2004. Je vais vous donner, voilà. On m'a ramené ça sur le département du Calvados. Ça c'est la carte du Calvados en 1995. Donc tous les carrés bleus correspondent à une agence EDF. Il faut savoir qu'à l'époque, une agence EDF, c'était les plus petites, c'était Livaro, Falaise et Villers-Bocage et Cagny, qui comptaient une vingtaine d'agents, mais avaient toutes un accueil clientèle et un système de gestion. C'est-à-dire que vous pouviez aller payer votre facture, tous les carrés bleus étaient équipés d'une caisse, on pouvait payer les factures, avoir des conseils techniques, et il y avait des équipes également de dépannage, puisque chaque carré bleu représentait ce qu'on appelait à l'époque une agence d'exploitation, avec tout l'équipement nécessaire au dépannage. Alors, je vous fais grâce du gaz, parce que le gaz a été séparé, mais à cette époque-là, toutes les agences, en plus, étaient mixtes. C'était électricité et gaz, automatiquement. Vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est ça. Ça paraît tout bête. Il faut se rappeler quand même que celle d'avant, les petites qui étaient Falaise, Cagny, Villers-Bocage et Livaro, il y avait 20 personnes, mais à Caen, il y avait une cinquantaine de personnes. À Double-la-Délivrande, ils étaient 35, je crois. À Bayeux, ils étaient 70. À Trouville, ils étaient 70. À Honfleur, ils étaient 20. À Lisieux, ils étaient une cinquantaine. Et à Condé-sur-Noireau, ils étaient 45. Vire, ils étaient une trentaine. Voilà. Aujourd'hui, si on fait le total, à Caen, ils sont 30. À Lisieux, ils sont 30. À Bayeux, on est 12. Et à Condé-sur-Noireau, ils sont 12. C'est simple, hein. La tempête de 99, je vous situe le décor. Il y avait 80% du département dans le Nord, il y avait 380 agents avec un petit camion et des échelles et des mecs en bleu. On était 380 sur le département, aujourd'hui on serait 60. Pour vous situer un peu ce que ça pourrait donner, quoi. Le problème, c'est qu'avec le temps, les gens oublient ce qu'est le service public. Parce que des tempêtes, il n'y en a pas tous les jours. Et c'est vrai que construire une maison, on ne le fait pas tous les matins. Et donc on oublie, il y a eu un glissement de tout ce système-là qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une dégradation constante du service, mais ce n'est plus les mêmes personnes qui sont concernées, donc ça ne se voit plus. Il y a tout un paquet de choses qui étaient gratuites, qui sont devenues payantes. Un paquet de choses qui étaient très peu chères. En gros, on est passé du franc à l'euro, quoi. C'est-à-dire que ce qui était à l'époque, ce qui coûtait 80 francs, aujourd'hui coûte 80 euros. Mais pour ceux qui ont connu le passage du franc à l'euro, c'est plus du tout la même signification. Maintenant, je vais vous ramener sur ce que ça peut donner. Moi, je suis à l'agence de Bayeux. Je vais faire assez court. Un petit incident qui a eu lieu, parce que après, on fait comme ça. Il faut savoir que quand je suis rentré de vacances au mois d'août, il y a un tracteur qui m'a mis ça par terre. Alors ça paraît tout bête, c'est juste un poteau avec une ligne 1000 volts qui est en haut. Et manque de bol, c'était ce qu'on appelle un interrupteur aérien. C'est carrément un départ à partir de la ligne principale. Et donc, alors il faut savoir que sur l'impact, ça fait à peu près dans les 2000 foyers dans le Noir. C'est un départ complet HTA qui tombe. Donc au niveau de la géographie, ça fait ça, quoi, si vous voulez. Voilà, la ligne rouge, c'est ce qui part de Bayeux, ça va pratiquement jusqu'à Port-en-Bessin. Ça, c'est la ligne mère avec les deux antennes principales. Donc tout ça, c'est dans le Noir, à l'impact, ça fait 2000 clients. On arrive à isoler la panne, puisque l'impact du tracteur, il a eu lieu. Si je peux mettre la souris, je ne sais pas si ça va le faire. Il a eu lieu ici, au niveau de maison, dans le carré jaune. On a pu rétablir rapidement le principal, c'est-à-dire qu'il est resté à la fin 180 foyers dans le noir, à cause du poteau. C'est une grande antenne, donc comme on fait normalement dans ces cas-là, on est capable à EDF en général de planter un poteau et de rétablir les fils. Ça aurait nécessité entre 2 et 3 heures de boulot.
Donc j'ai appelé mon chargé d'exploitation, je lui ai dit voilà, il me faut un engin pour planter un poteau, et puis on met ça en ligne. Et il m'a répondu tranquillement, j'ai personne. J'ai pas d'engin, et j'ai personne pour le conduire. Alors la question c'était, qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse c'était simple, on les emmène là. Donc on a laissé... c'est comme ça, aujourd'hui ça marche comme ça, faut le savoir. Donc on a laissé 24 heures parce que le lendemain on a confié ça à une entreprise privée, donc le temps de mettre en branle tout le chantier, et puis dans ces cas-là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a quand même alimenté les autres bouts en 20 000 volts, donc ça fait tout recouper, c'est un sacré chantier derrière. Mais on a laissé 180 foyers dans le noir pendant 24 heures. Alors il faut se mettre aujourd'hui, quand on parle... En ville, on ne s'en rend pas compte parce que dans les grandes villes, c'est très rare qu'il y ait des coupures importantes puisque tous les réseaux sont bouclés et on alimente rapidement. Et c'est vrai que les gens des grandes villes sont un peu intransigeants là-dessus. Oui, mais en campagne, ils peuvent se passer de courant pour un truc. Ce qu'on n'imagine pas, c'est quand on est 24 heures sans courant, il n'y a plus de téléphone. Le chauffage, c'est pas trop grave, on peut s'en passer. C'était à quelle époque de l'année? C'était au mois d'août, c'est pas grave. C'est pas un souci. Mais ça aurait été l'hiver, c'est pas trop grave. On ne meurt pas parce qu'il fait froid 24 heures. Par contre, il n'y a plus de téléphone. Et aujourd'hui, ça paraît tout bête, mais avant on avait les téléphones filaires qui fonctionnaient une semaine sans courant. Aujourd'hui vous avez tous des livebox et quand il n'y a pas de courant, il y a zéro, il n'y a rien. Votre portable, il n'est pas chargé, mais de toute façon, même s'il est chargé, les relais téléphoniques mobiles, eux, tombent. Ils n'ont aucune autonomie. S'il n'y a plus de courant, c'est zéro. Donc vous n'avez plus de portable. On peut corser l'affaire, c'est que les stations d'épuration s'arrêtent. Vous n'avez plus de chiottes chez vous. C'est beaucoup plus emmerdant, au sens propre du terme. Ça paraît tout bête. Et au bout d'une vingtaine d'heures, l'eau tombe également. Vous n'avez plus d'eau. Parce que les châteaux d'eau sont enclarables. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. C'est une chose qui ne serait jamais arrivée il y a encore 5 ans. Alors, je peux vous expliquer comment ça se passe, si vous voulez. C'est qu'on a retiré des différents sites. Avant, chaque site était autonome pour forêt. Maintenant, on a retiré les engins dans un souci de concentration des moyens. Et l'espèce d'imbécile qui est chef chez nous, qui a concentré les moyens sur Caen, il n'a pas remarqué que les 4 personnes d'astreinte qui étaient censées être astreintes pour planter les poteaux, sur les 4, il n'y en a que 1 qui est capable de planter un poteau. Les autres, non. Voilà, ça paraît con, donc, et manque de bol, ce jour-là, c'était pas lui qui était l'astreinte. Donc c'est terminé, quoi. On aurait pu faire venir une foreuse de l'ordre, mais le mec n'était pas là, c'était le mois d'août, tout un cirque. Tout ça pour vous expliquer comment on est arrivé, en partant d'une entreprise qui fonctionnait parfaitement, à une entreprise qui fonctionne plus du tout. Ou alors mal, et très mal. Et c'est un tout petit incident. C'est un truc, c'est peanuts, c'est dans la campagne, c'est 180 foyers. Ça aurait été en tête de départ, c'était 1500 foyers qui étaient dans le noir, et c'était pareil, on remettait zéro. C'est tout bête. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et franchement, on a des choses à se faire. Quand on voit comment est géré aujourd'hui le réseau HTB. Alors Véro a glissé un mot sur la loi NOM, j'aimerais quand même essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe. C'est que, parce qu'aujourd'hui on est en pleine transition énergétique et on est en train de nous expliquer, je pense qu'il faudra qu'on ait le débat au Pardem, parce qu'on est en train de nous expliquer qu'en France on va pouvoir s'éclairer avec des ventilateurs et des panneaux solaires. Je vous invite à regarder votre facturité quand même parce que c'est assez important. Il y a beaucoup d'éoliennes en France. Quand on commence à avoir un parc éolien assez conséquent, vous regarderez dans le bas de votre facture, c'est marqué à quoi ça correspond. Avec le solaire, ça correspond à 0,6% de la consommation en France. C'est que dalle, c'est peanuts. Et contrairement à ce qu'on peut nous dire, à notre avis, on a bien calculé ça avec Yves, on ne prend pas la même voie. Par contre, une chose est sûre, c'est que EDF aujourd'hui sert de pompe à fric. Quand on voit, Véro a parlé de la loi NOM, qui impose, il faut bien comprendre que EDF est obligé de vendre 25% de sa production nucléaire à prix coûtant aux opérateurs privés. C'est-à-dire qu'on lâche 25% de fric, et en plus, EDF est obligé de racheter toute l'énergie. Donc en gros, l'énergie sortie centrale, ça coûte 50 € le mégawattheure. EDF est obligé de racheter tout ce qui est éolien, 150 € le mégawattheure. Et tout ce qui est solaire, 290 € le mégawattheure. Autant vous dire que ce n'est pas EDF qui rachète, c'est vous, par l'intermédiaire de vos factures. Mais il faut bien comprendre que automatiquement, ça va créer un déséquilibre flagrant. Et aujourd'hui, on voit bien pourquoi l'État ne veut pas descendre en dessous de 50% du nucléaire, parce que le nucléaire, c'est rentable, et ça sert à payer les boîtes privées qui font du fric avec les ventilos et avec les cellules solaires. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette manne-là, il y aurait 0 ventilateur en ville. Enfin, quand je dis ventilateur, c'est les éoliennes. Il n'y aurait pas d'éoliennes en France. Il n'y aurait pas de panneaux solaires. Voilà, c'est tout bête. On appelle ça les ventilateurs parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois, vous regarderez, il faut avoir l'œil dessus. C'est que des fois, vous sortez de chez vous, il n'y a pas de vent. Et vous dites, tiens, c'est marrant, les éoliennes et tout.
Oui. Et des fois, c'est l'inverse. Il faut savoir qu'elle tourne en moteur. Voilà. Oui. Elle consomme dans ces cas-là. Non, mais des Ah, fois, mais c'est un moteur solaire ou... Alors il y a une raison technique, mais c'est comme ça que ça se fait. Voilà. en plus, Voilà où on en est, donc joyeux Noël pour tout le monde. Alors, juste un petit mot, on va arriver quand même à un niveau, parce que Véro parle aussi de l'hydraulique, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. L'hydraulique en France, c'est 10% de la puissance installée. Pour nous, c'est énorme parce que c'est ce qui sert à équilibrer le réseau. Oui. Les centrales nucléaires sont très compliquées à mettre en service, ça se met pas en service en 5 minutes, c'est des grosses puissances, et c'est grâce à l'hydraulique qu'on peut passer toutes les heures de pointe. Y compris, c'est grâce à l'hydraulique qu'on peut faire des réserves, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle, je n'ai plus le mot exact, les steps. En gros, on remonte l'eau dans les barrages, aux heures creuses, là on a trop d'électricité, et ça nous permet d'avoir une réserve de puissance aux heures de pointe. La privatisation des barrages hydrauliques va mettre ce système par terre. Ça paraît tout bête. Et on va arriver à un système où il y aura peut-être un jour trop de producteurs en France. Il faut bien reprendre il y a eu un reportage qui a été fait sur les États-Unis là-dessus. Parce qu'en 2000, je ne peux pas dire les dates, hein, je crois que c'est dans les années 2004, les États-Unis ont eu un blackout total. La Silicon Valley est tombée parce qu'il y avait un manque de courant. Parce qu'un réseau électrique, s'il y a un manque de courant, c'est un château de cartes, tout tombe. Malgré les systèmes de délestage qu'on peut avoir, ça ne tient pas. Et dans ce cadre-là, les États-Unis ont demandé à des entreprises privées de devenir fournisseurs, et là, il y avait du fric à se faire, tout le monde s'est mis à produire, et en 2006, rebelote. Sauf que là, trop de courant. Et oui, parce que l'électricité, s'il y a trop de producteurs, le réseau tombe, pareil. Ça fait le même dégât, la même chose. Et donc, aujourd'hui, si on regarde bien, les États américains sont surendettés, parce qu'ils doivent aujourd'hui payer des entreprises électriques pour ne pas qu'elles fournissent. Oui, parce que Ça paraît crétin, mais aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Et ben, je pense que c'est vers ça qu'on va tendre. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup.